Euh, donc, je vous disais, nous allons faire la présentation des résultats obtenus dans le cadre du projet Pivito e-Mobility, qui est la contribution française à un vaste programme de recherche internationale initié par l'Agence internationale de l'énergie. Les résultats obtenus dans ce projet viennent s'insérer dans un rapport publié par l'AIE, dont vous voyez la couverture en bas à droite et auquel vous pouvez accéder sur le site de l'AIE. Et ces résultats concernent l'état de l'art et les bénéfices attendus du photovoltaïque intégré aux véhicules électriques. Dans le webinaire d'aujourd'hui, après une brève introduction qui sera également réalisée par Paul Caïc, ingénieur ADEME, nous aurons le webinaire présenté par 3 membres du CEA. Et si vous avez des questions durant la présentation, je vous invite à mettre vos questions dans le chat. Je les relèverai et nous prendrons un temps d'échange après la présentation pour répondre aux différentes questions. Le webinaire se terminera aux alentours de midi. Pour revenir rapidement sur le projet PV2 e-Mobility, donc photovoltaïque pour l'électromobilité, c'est un projet qui dure 3,5 ans, qui est financé par l'ADEME et dont l'objectif est d'examiner les tenants et les aboutissants de l'apport de l'énergie photovoltaïque dans le transport. Alors, il est décomposé en 2 sous-tâches. La première sous-tâche concerne le photovoltaïque embarqué dans le véhicule électrique. C'est l'objet du webinaire aujourd'hui, des résultats qui vont être présentés. Et la deuxième sous-tâche concerne l'utilisation du photovoltaïque dans les infrastructures de recharge. Je vais à présent laisser la parole à Paul Caïc de l'ADEME. Paul, je te laisse le partage d'écran. Oui, merci Nicolas. Est-ce que l'écran est bien visible? Oui. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas pour l'introduction. J'ai le plaisir de vous amener en tant qu'introduction sur la thématique photovoltaïque intégrée au véhicule. C'est une thématique qui semble encore un rêve il y a encore quelques années et qui aujourd'hui semble de plus en plus devenir une réalité. Je vous prie d'excuser, en fait, les slides sont en anglais, sachant que voilà, la tâche 17 est un projet international. Bien évidemment, mon intervention sera en français. Donc, tout d'abord, comme contexte, quelques slides sur le marché des voitures électriques. Donc là, vous voyez une projection de la part de l'Agence internationale de l'énergie qui a pleinement reconnu le potentiel mondial des véhicules électriques. Donc, c'est vraiment une solution propre et qui va devenir, si elle n'est pas déjà aujourd'hui, une situation économique pour décarboner le transport. Donc, aujourd'hui, le marché mondial, je pense, on compte 2 milliards de voitures. Le marché mondial est autour de 80-100 millions de voitures par an. Et ici, vous voyez que les projections sont que vers 2030, on aura au moins 200 millions de voitures électriques. L'AIE a estimé encore il y a une semaine que vers 2025, la demande du pétrole dans le monde va stabiliser et après descendre. Et ça serait grâce notamment à l'adaptation des voitures électriques. Le marché en France, la France est très bon élève, on est autour de 10%, donc c'est-à-dire une voiture sur 10 achetée aujourd'hui est déjà électrique ou hybride électrique. Je pense l'exemple à suivre, c'est la Norvège qui est, je pense, le premier pays dans le monde qui a vraiment adopté la mobilité électrique grâce à une politique très volontariste. Donc, ce sont les chiffres de septembre où
quasiment 90% du marché est l'électrique. Donc, ça montre dans quelle mesure cet événement ou cette évolution peut encore s'accélérer. Pour que ça soit vraiment propre, on doit aussi interroger sur d'où vient l'électricité. Donc en France, on a un mix qui est à la fois pour une bonne partie renouvelable et, comme vous le savez, pour une très grande partie encore nucléaire, avec du coup très faibles émissions au kilowattheure produit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, pour la plupart des pays, aussi les pays qui sont impliqués dans la tasse 17, c'est autre chose. C'est un mix encore beaucoup plus polluant. Mais aussi pour la France, sachant qu'on va remplacer une bonne partie du parc nucléaire d'aujourd'hui par des sources renouvelables, la question se pose comment on peut accélérer l'intégration notamment de la ressource solaire pour utiliser cette énergie pour la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc en fait, on a monté la tâche 17 fin 2016. C'était à l'initiative du Japon. La France s'est tout de suite montrée intéressée et désormais on est une dizaine de pays. Est-ce que ce que peut représenter le solaire pour la mobilité électrique de demain, est-ce que c'est une idée un peu loufoque ou est-ce que ça pourrait bien devenir une réalité? Ouais, je vous emmène sur ce parcours-là. Tout d'abord, pour compléter ce que disait déjà Nicolas, donc la tâche 17 a démarré en 2018 et bon, c'est pour une durée de 3 ans et demi, mais on pense effectivement pousser un petit peu la date de fin jusqu'à 2024, histoire de pouvoir traiter toutes les questions qui se sont posées. Donc, les objectifs sont effectivement de bien identifier les avantages du photovoltaïque, aussi d'identifier les barrières, les freins et de faire des propositions concrètes. Donc, sur 2 axes, comme disait Nicolas, à la fois on s'intéresse pour les infrastructures de recherche photovoltaïque intelligent, mais aussi sur les voitures avec du photovoltaïque intégré. Donc, ça, c'est le sujet de ce matin. Et en fait, aujourd'hui, on peut déjà acheter une voiture électrique qui a du solaire intégré. Donc là, vous voyez sur la photo l'Ioniq 5. Donc c'est vrai, c'est une option sur le modèle de l'Ioniq 5 le plus cher, mais c'est du photovoltaïque et ça permet à la fois d'alimenter les auxiliaires du voiture, mais aussi la batterie de traction. Donc ça commence et on voit les premiers modèles arrivés sur le marché. Sinon, dans l'état de la tâche 17 a identifié les premières voitures. Donc, je vais revenir sur ce que vous voyez en haut à gauche, les premiers prototypes des startups européennes d'ailleurs. Et à droite, vous voyez que ce n'est pas limité aux voitures personnelles, mais on cible notamment aussi les bus, les camions, voire d'autres moyens de transport. Mais notamment, les camions sont très intéressants. Je vais revenir là-dessus. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Donc là, vous voyez le Lightyear One, qui est d'un startup néerlandais, équipé avec 5 mètres carrés de cellules photovoltaïques bien intégrées aux voitures, qui permet de rouler, parce que la voiture est aussi très efficace et consomme très peu d'énergie au kilomètre parcouru, qui permet de rouler 7 000 jusqu'à 20 000 km par an, complètement gratuitement et fourni par le solaire. Une deuxième start-up européenne qui va être commercialisée, je pense, début 2023, c'est le Sion de chez Sono Motors. C'est une voiture, vous voyez le prix affiché, donc elle est, entre guillemets, bon marché. Et ça permet effectivement, voilà, l'idée est que cette voiture peut permettre de faire des allers-retours au boulot, au travail, qui sont peut-être limités à 15-20 km par jour. Et ainsi, on n'a pas besoin de recharger la voiture tous les jours, mais peut-être juste une fois par semaine ou une fois les 2 semaines. Ici, un aperçu comment les cellules sont intégrées. Donc là, ils ont mis
des cellules photovoltaïques partout sur la carrosserie. C'est intégré dans du polycarbonate et avec une qualité de finition, on voit guère les cellules. Et c'est ça ce que pense Sono Motors qui va intéresser le clientèle. Ici, c'est un peu flou, mais c'est voilà, les premières démonstrations. Vous voyez que les surfaces photovoltaïques apportent, c'est lisible en haut à droite, 230 watts à ce moment-là. Voilà. Donc, sur la tâche 17, on a choisi de vous présenter donc, les premiers résultats, sachant que cet été, la tâche 17 a publié son premier rapport technique sur la sous-tâche 1, donc sur l'intégration du PV au véhicule. Et je vous invite d'utiliser Google pour retrouver le rapport qui se trouve sur le site du programme photovoltaïque de l'AIE. Donc, quelques conclusions rapides de ce rapport. En fait, ce rapport est notamment basé sur des cas d'études, donc dans les pays participants en France, en Suisse, au Japon, aux Pays-Bas. Et bien évidemment, les conditions changent. Hein, l'ensoleillement n'est pas pareil pour ces pays. Mais globalement, on peut dire que le VIPV ça porte notamment l'avantage d'être très pratique pour l'utilisateur. On a moins besoin de recharger sa voiture. On n'a pas forcément besoin d'y penser tous les jours. Ça pourrait aussi apporter des économies d'électricité, sujet d'actualité, je dirais. Donc, aux Pays-Bas, ça pourrait monter jusqu'à 164 € par an. Ça apporte aussi donc une autonomie et ça permet aussi de réduire les émissions de CO2. Donc pour les Pays-Bas et le Japon, encore avec un mix fortement carboné, ça peut faire des économies de 200 kg de CO2 par an. Éventuellement, on peut choisir aussi des voitures avec des batteries plus petites, avec une capacité plus réduite, parce que voilà, on peut aussi s'appuyer justement sur le photovoltaïque. Et du coup, ça c'est pas anodin parce que les batteries, ça pèse lourd dans les cycles de vie. Il y a un certain impact sur l'environnement si on porte une voiture d'une grande batterie. Finalement, on s'intéresse aussi sur ce qu'appelle le vehicle to home ou le vehicle to bâtiment, le vehicle to X. Effectivement, une voiture équipée avec du solaire pourrait être un générateur pour aussi alimenter une maison. Donc, les conclusions sur l'analyse cycle de vie, bien évidemment, dans les pays, comme je disais, avec un mix très carboné, là, on voit un impact très, très, très positif. En revanche, pour deux pays en Europe, la France, la Suisse, effectivement, le bilan est un peu négatif. Vous voyez en bas la situation pour Paris et pour Berne en Suisse. Donc là, effectivement, une voiture équipée avec du photovoltaïque par rapport au mix actuel risque d'avoir un petit peu plus d'émissions au kilomètre. Mais voilà, comme le mix français va aussi évoluer dans le futur, je pense la proposition VIPV serait aussi très intéressante pour la France. Donc, les applications qui semblent pertinentes aujourd'hui, c'est notamment pour les voitures qui permettent de faire des trajets domicile-travail, aussi des voitures qui sont très efficaces parce qu'elles sont très légères dès la construction. Et donc, la surface disponible, bon, 500 watts, votre crête, c'est le minimum. Mais vous avez vu que sur le Lightyear, le Sono, on a déjà 1 kilowatt puissance installée. Ça permet donc de faire un certain nombre de kilomètres assez intéressants par jour. Très rapidement, je ne vais pas détailler ce slide-là, mais on s'intéresse aussi pour notamment les camions frigorifiques qui utilisent du gasoil pour faire tourner des générateurs. Et là, il y a un retour sur l'investissement qui est très intéressant, qui pourrait être en dessous de 4 ans. Et voilà, les suites de la tâche 17 vont aussi se concentrer sur l'application camions et bus. Bon, la conclusion, comme introduction, que c'est le VIPV pour l'AIE, pour le programme PVPS, c'est vraiment une solution économique pertinente pour plusieurs types de transports.
Ce serait surtout un atout pour les usagers qui retrouvent un niveau de confort plus élevé et un côté très pratique. Et pour terminer, je pense sur le plan mondial, vu le potentiel, vu le marché des voitures mondiales, ça pourrait être, on pourrait parler de marché qui serait autour de 100 gigawatts crête par an. Je vous remercie pour votre attention et je passe la main à Nicolas. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. Alors, à présent, c'est au tour de la présentation du CEA. Donc, au CEA, je vous laisse la main. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va présenter, merci d'être présent aujourd'hui. On va faire une présentation voilà, de la tâche 17, de notre contribution sur la partie. Alors, attendez que je mette en marche. Est-ce que tout le monde voit mon écran? On voit ton écran. On est sur la diapositive 22 pour l'instant. Ça n'a pas bien commencé. On commence par la fin. Spoil de tout. Là, voilà, on y arrive. C'est bon, parfait. Donc voilà, on est trois aujourd'hui à vous présenter notre travail sur la partie, sur la sous-tâche 1 du projet PV Mobilité. Voilà un petit peu le plan qu'on a prévu avec une première introduction sur justement qu'est-ce qu'un module PV. Ensuite, on fera Bertrand vous présentera le module PV. Benjamin vous présentera la partie sur l'état de l'art sur le VIPV que Paul a déjà un petit peu introduit. Et puis, on parlera de justement comment récolter toutes des données d'informations qui sont nécessaires pour avancer et pour comprendre ce qui se passe sur un véhicule quand on a du photovoltaïque en mouvement. On pense qu'il y a une partie qui est importante sur la partie de l'architecture du véhicule pour justement améliorer l'utilisation et l'efficacité de l'utilisation de l'énergie solaire. Et puis, une conclusion sur qu'est-ce qui se passe après et pour essayer d'ouvrir un petit peu la discussion. Je vais laisser la parole à Bertrand sur la partie un petit peu explicative sur le module PV. Bonjour à tous. Rapidement sur cette slide, l'idée c'est de pouvoir juste positionner la structure d'un module solaire aujourd'hui telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, clairement là, on est sur une structure classique, donc ce qu'on voit dans les centrales solaires au sol par exemple. Donc en haut à droite, vous avez la structure en coupe d'un module classique. Donc en face avant, en haut, souvent on a un verre transparent. En face arrière, on a soit un verre, soit ce qu'on appelle un backsheet, donc c'est on va dire un multicouche en polymère. Et puis entre les deux, on a les cellules connectées en série qui sont finalement encapsulées dans un polymère transparent également pour les protéger de l'extérieur. Donc aujourd'hui, la structure classique d'un module, c'est celle-ci. Et ensuite, dans les applications plus spécifiques, intégrant le VIPV, on peut imaginer de changer ces matériaux, notamment remplacer le verre qui globalement aboutit à des modules assez lourds, par des polymères transparents, type polycarbonate ou autre, pour arriver à des structures à la fois plus légères, plus intégrables pour le véhicule, et puis plus adaptées à l'application finalement. Donc voilà. Pour retenir donc un module solaire, il y a 3 grandes étapes d'intégration. Il y a la fabrication des cellules, la mise en string des cellules, donc on va les connecter entre elles électriquement, et puis on va laminer l'ensemble du stack finalement dans un laminateur pour aboutir à des modules fonctionnels à la fin, avec les cellules encapsulées et protégées. Voilà. Je passe normalement la parole voilà, à Benjamin. Bonjour. Donc, ensuite, je vais vous parler de l'état de l'art sur les véhicules qui intègrent du photovoltaïque et ensuite sur les technologies de photovoltaïque pour l'intégration sur les véhicules électriques. D'abord, ici, je vais vous présenter les points clés qu'on a retenus et qui sont présentés dans le rapport de la tâche 17. Vous pouvez avoir plus de détails en lisant ce rapport. Donc, concernant tout d'abord les surfaces de PV qui sont intégrées sur les
les concepts ou sur les véhicules commerciaux impliquant du photovoltaïque. On a relevé 2,9 m² en moyenne sur les véhicules particuliers, avec notamment une augmentation importante du nombre de projets de PV sur véhicule ces dernières années. Ensuite, sur tout ce qui est bus, train ou camion, on a des surfaces possibles d'intégration de PV bien supérieures avec autour de 20 m² de PV installés. Et ce qui est particulier et différent par rapport aux véhicules, de passagers, ici, on a le PV qui est souvent utilisé plutôt pour les auxiliaires, c'est-à-dire pour l'utilisation des consommateurs électriques à bord du véhicule, la radio, les phares, etc., mais pas forcément directement pour faire avancer le véhicule. Pour la plupart des concepts qu'on a référencés, il y a assez peu d'offres commerciales. Les offres commerciales se limitent principalement aux véhicules particuliers. Enfin, sur tout ce qui va être les autres véhicules, notamment les bateaux ou les avions, les surfaces intégrées sont nettement supérieures. Et là, l'énergie est utilisée à la fois pour la propulsion et pour les auxiliaires. Ensuite, donc, dans cette deuxième partie, tout d'abord, concernant les cellules photovoltaïques, il y a de multiples technologies de cellules photovoltaïques qui existent. Les plus performantes donc, sont les cellules multijonctions qui permettent d'obtenir des rendements supérieurs à 30%, des rendements de conversion de l'énergie solaire. Ensuite, il y a les plus communes, donc tout ce qui est cellules en silicium cristallin, qui permettent d'obtenir des bonnes fiabilités et les meilleurs compromis entre performance et prix, dû notamment au très gros volume installé en centrale solaire au sol. Ensuite, les technologies couches minces permettent une meilleure flexibilité, donc ce qui est un avantage pour l'intégration sur véhicule, et aussi une moins grande sensibilité aux impacts tels que la grêle, mais présente des rendements légèrement inférieurs au silicium cristallin. Enfin, pour finir, tout ce qui va être nouvelle technologie de cellules photovoltaïques, je pense notamment au perovskite, promettent des meilleurs rendements. Pour l'instant, on n'a pas encore les niveaux de fiabilité, on va dire, et de durabilité des autres technologies de cellules qui existent depuis bien plus longtemps. Et sur des très grandes, sur des surfaces importantes qui vont plus être compatibles, on va dire, avec une industrialisation de la technologie, on n'a pas encore les niveaux de rendement du silicium cristallin. Mais tous les jours, on s'en rapproche, on va dire. Enfin, les développements sur cette technologie s'en rapprochent. Donc ça, c'est concernant les technologies de cellules photovoltaïques. Ensuite, concernant les modules photovoltaïques, donc les panneaux qui existent actuellement, il y a 3 grands types de technologies qui existent pour l'intégration sur les véhicules. Donc, soit des panneaux qui sont courbés, soit des panneaux donc, qui sont flexibles, ou alors des panneaux qui sont légers et rigides. Donc, je vais détailler ensuite. Ceux qui sont courbés avec une structure assez similaire aux panneaux classiques, donc ils gardent un verre en face avant de 2-3 mm. Et ils sont courbés, donc ils restent assez lourds du coup, notamment à cause du verre en face avant. Il y a déjà des offres commerciales qui existent, il y a notamment le panneau photovoltaïque qui est sur la Toyota Prius, qui est de ce type-là. Ensuite, le deuxième type, c'est tout ce qui est module photovoltaïque flexible. Donc, il y a de multiples références, à la fois avec des cellules en silicium cristallin ou en couche mince. C'est des technologies photovoltaïques qui sont souvent
la principale différence, c'est souvent l'absence de verre en face avant, donc qui est remplacé par un polymère, comme le disait Bertrand. Donc ça permet d'avoir des poids, des modules au mètre carré, au moins divisé par 2, voire bien plus. Hein. Souvent, on est entre 2 et 4 kg par mètre carré. Là, il y a beaucoup d'offres commerciales qui existent, mais c'est beaucoup plus limité en termes de technologies de PV qui sont intégrées sur les véhicules, mais il y a surtout des concepts, des démonstrations, assez peu d'offres commerciales encore. Enfin, sur tout ce qui est... il y a aussi une dernière catégorie, donc, qui sont des modules qui sont rigides, comme des modules standards, en fait, hein, mais qui sont plus légers. Donc, toujours avec donc le verre face avant qui est remplacé. L'avantage, c'est que ce type de module a la possibilité de remplacer des pièces des véhicules, comme le fait Sono Motors. Donc d'enlever la tôle pour remplacer par une pièce qui serait à la fois la carrosserie et le module photovoltaïque. Mais pour l'instant, c'est des modules qui sont souvent plans, et donc il y a encore du développement et de l'industrialisation à faire sur des modules qui seraient adaptés à l'intégration sur véhicule, c'est-à-dire rigide mais courbe à la forme du véhicule. Ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont le potentiel d'être aussi léger, voire plus léger qu'une pièce de carrosserie existante, tout en intégrant le photovoltaïque. Donc, ensuite, sur la ressource solaire, donc tout ce qui va être irradiance, on a fait deux choses. Première chose, on a commencé à mesurer le potentiel solaire via la mesure de productible, donc la mesure d'électricité générée par des panneaux photovoltaïques intégrés sur des véhicules. Notamment ici, on a intégré des panneaux photovoltaïques sur un véhicule Cézanne. 1,3 m² qui est intégré en 3 panneaux, avec un rendement de 16%, incluant du coup les espaces autour des cellules où on n'a pas du coup de possibilité d'intégrer 100% de la surface des pièces de carrosserie, et une consommation du véhicule, de ce véhicule, donc qui est un quadricycle, de 100 Wh par kilomètre. On a mesuré sur quelques jours le productible généré par ces panneaux, et on a fait une estimation de productible annuel qui pourrait être produit par ce panneau, donc de 200 kWh estimés sur une année, avec notamment, à partir de la mesure du productible, une estimation des pertes dues à la température extérieure. Parce que bien sûr, plus la température extérieure va être élevée, plus le rendement du panneau va baisser. Donc ça engendre des pertes. On a aussi des pertes qui sont liées à l'orientation des panneaux photovoltaïques, qui sont donc chacun orientés selon leur positionnement sur la carrosserie, et des pertes dues à tout ce qui est le système électrique entre le panneau et les batteries. Ensuite, deuxième chose, ce qui manque sur tout ce qui est l'application photovoltaïque sur véhicule, c'est des bases de données de mesure d'irradiance et des outils fiables de prédiction du productible, de prédiction de ce que l'on va produire si on installe du photovoltaïque sur des véhicules. Pour les centrales solaires au sol, ça existe. Il y a des sites PVGIS, PV6 qui permettent de simuler et de prédire le productible de centrales photovoltaïques au sol, quelle que soit l'orientation des panneaux que l'on va installer. Pour les véhicules, ça n'existe pas encore. On manque encore de données de mesures d'irradiance sur véhicules et de mesures de productible de véhicules qui intègrent du photovoltaïque, de façon à pouvoir prédire et donc donner si le véhicule circule en ville ou s'il a l'habitude d'être garé en sous-sol ou pas, en fonction des usages.
quel va être le productible que l'on peut attendre de l'installation photovoltaïque sur les véhicules. Donc, pour contribuer à ce manque de données, on a notamment installé des capteurs d'irradiance sur un bus qui circule à Chambéry, de Synchrobus. Et on a commencé à les comparer à des mesures de référence du MAMétéo que l'on a au CEA à l'INES. Donc pour ça, on fait des mesures qui peuvent aller jusqu'à 100 Hz de façon à pouvoir mesurer si le véhicule passe sous, et prendre en compte si le véhicule passe sous un pont, par exemple. Voilà, tous les ombrages en dynamique lorsque le véhicule se déplace. On a aussi une mesure de température et de localisation du véhicule de façon à pouvoir ensuite analyser les données et donner des ordres de grandeur, des différences d'irradiance mesurées en fonction des usages, si le véhicule est garé ou s'il est en déplacement notamment. Les prochaines étapes justement vont être de mesurer l'impact en mode parking et en déplacement de l'irradiance et d'évaluer la proportion du temps où le véhicule va être ombragé totalement ou au contraire ombragé partiellement, puisque ça va impacter l'installation de modules photovoltaïques sur le toit et le productible que l'on va en tirer. Maintenant, la partie architecture. Partie architecture, donc je vais passer la main à Bertrand. Merci. Alors du coup, côté architecture véhicule, l'idée c'est de maintenant considérer donc, le panneau solaire comme une source d'énergie pour le véhicule. Pour revenir un petit peu au démarrage de tout ça, premièrement, qu'est-ce qu'un véhicule électrique? On a tout d'abord, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on voit bien la souris. Oui. Parfait. Donc, on a le réseau, finalement, qui donne l'énergie, on va dire, principalement au véhicule. On a la batterie de traction principale, le moteur qui, finalement, est alimenté par un convertisseur DC-AC. Et puis, d'un point de vue, on va dire, normatif et de point de vue sécurité, on a toujours un réseau 12 volts qui est alimenté par la batterie principale avec un DC-DC bidirectionnel et qui assure la partie sécurité du véhicule. Donc à partir de cette base-là, finalement, on a plusieurs architectures envisageables pour l'intégration du PV. Et la première, c'est finalement la plus simple, c'est-à-dire on connecte le PV sur le toit du véhicule, par exemple, à un DC-DC dédié solaire, et puis on va venir valoriser cette énergie dans la batterie 12 volts du véhicule. Donc ça, c'est, on va dire, le plus simple à gérer. On peut collecter donc l'énergie dans cette batterie, mais cette batterie aujourd'hui dans les véhicules, elle n'est pas faite pour être déchargée. C'est une technologie plomb, donc on a déjà un premier écueil à ce niveau-là. Mais si on la remplace par une batterie au lithium, on peut imaginer la cycler. Donc pour décharger une fois qu'elle est pleine, l'énergie dans la batterie principale du véhicule. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Mais d'un autre côté, il y a les aspects normatifs qui nous disent qu'on ne peut pas décharger une batterie au-delà d'un certain seuil pour des aspects de sécurité à nouveau et de contrôle du véhicule en termes de sécurité. Donc, de manière simple, cette architecture, elle est viable, elle est facile à intégrer dans un véhicule. Par contre, elle pose des soucis de fiabilité et puis on cumule les fonctions de cette batterie 12 volts avec le stockage et ça peut poser des problèmes au niveau normatif et sécurité. Ce sont des schémas très simplifiés pour vraiment positionner un petit peu les différentes architectures. La deuxième architecture, elle est un petit peu différente. On va venir finalement, sur une même base de véhicule électrique, on va venir positionner une batterie additionnelle qui est une batterie un petit peu intermédiaire entre la fonction sécurité assurée par le 12 volts et puis directement le 400 volts. Là, on a une batterie supplémentaire qui peut être de capacité relativement intéressante pour du stockage, où on va venir dédier cette batterie au solaire. Et une fois que cette batterie est pleine, venir la décharger de manière unidirectionnelle, cette fois-ci, dans la batterie de traction du véhicule. Donc clairement, l'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout d'interaction avec le circuit 12 volts et l'aspect normatif sécuritaire du véhicule. Ça, c'est un point très intéressant. Ça intéresse beaucoup les constructeurs.
D'un autre côté, on est obligé d'apporter une nouvelle batterie au véhicule, donc c'est des coûts et puis un impact aussi environnemental supplémentaire sur cette architecture. Et la troisième architecture qui finalement, nous, on considère que c'est la plus simple, c'est la structure idéale, c'est-à-dire qu'on a le panneau photovoltaïque qui est géré par son convertisseur dédié et qui va venir directement valoriser l'énergie dans la batterie du véhicule de traction. Là, l'idée, c'est de supprimer tous les intermédiaires, bien sûr, de stockage, et d'éviter des pertes supplémentaires, y compris des ajouts de batteries dédiées au stockage. Donc, c'est finalement l'architecture la plus simple, la plus efficace également. Mais la contrepartie, c'est qu'on doit interfacer finalement la partie PV directement avec la partie 400 volts, ce qui implique d'autres normes au niveau sécuritaire et puis normes électriques par rapport à la surveillance de cette batterie. Et notamment des aspects consommation en veille qui peuvent être assez conséquentes et potentiellement difficiles à gérer avec l'apport solaire. Je passe la parole à Fabien pour la suite. Merci. On va passer à la conclusion, un petit peu à l'ouverture de la discussion. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en plus de tout ce qu'on vient de présenter? Donc, c'est encore Benjamin qui va parler sur la partie standardisation, standard et normation. Oui. Alors là-dessus, donc 2 points. Premièrement, donc il y a un certain nombre de normes qui concernent le photovoltaïque. J'en ai listé quelques-uns à gauche. Il y a aussi un certain nombre de normes pour tout ce qui est automobile. Mais est-ce qu'il y a des normes pour le VIPV, pour le PV installé sur des véhicules? Pour l'instant, non. Et faire avec l'existant, avec à la fois les normes du photovoltaïque et les normes de l'automobile, ça peut ne pas être tout à fait adapté à cette application. Donc, il y a peut-être besoin de normes spécifiques pour le PV sur véhicule qui incluent à la fois les contraintes véhicules et les contraintes du photovoltaïque. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant le manque de normes concernant le calcul des contributions liées à l'ajout de PV sur le véhicule, que ce soit une contribution liée à l'énergie que ça va apporter et les kilomètres solaires qu'on va pouvoir faire avec ce panneau. Donc, prenant en compte notamment l'impact de l'ombrage ou de la thermique du panneau, de la température du panneau au cours d'une année qui va influencer son productible. Pour calculer ça de la même manière pour tout le monde, voilà, il faudrait une norme pour que tout le monde le fasse de la même façon. Et deuxièmement, pour tout ce qui est impact CO2 également, analyse de cycle de vie en fonction du cas d'usage du véhicule, il faudrait également une norme de façon à ce que les calculs de gains de CO2 qu'on peut avoir en ajoutant du PV sur un véhicule soient également normés et que tout le monde fasse ses calculs de la même façon. Je vais repasser la main à Bertrand pour la suite. Pour synthétiser un petit peu les différentes challenges qu'on a aujourd'hui, un tout petit rappel pour finalement de manière schématique, qu'est-ce qu'il y a du PV intégré au véhicule? C'est un petit peu ça, on a un module intégré au véhicule et puis tout de suite on a tout le système et l'architecture électrique du véhicule. Et juste pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, sans donner de chiffres précis, toute cette électronique-là, une fois qu'on la réveille pour pouvoir valoriser l'énergie du PV dans le véhicule, finalement, elle a sa propre consommation électrique, donc pour différents capteurs de surveillance de batterie, de surveillance de communication entre les différents éléments du véhicule, etc. Et toute cette consommation-là, finalement, elle est à substituer à la production PV. Et très rapidement, on se rend compte que sur des valeurs relativement faibles, si on considère par exemple qu'on a 12 watts de consommation du véhicule en tant que consommation propre lors de la charge solaire, 12 watts finalement sur un module qu'on installerait sur le toit qui fait 240 watts crête environ,
finalement, on se rend compte que 12 watts en continu, dès qu'on charge le véhicule avec le solaire, ça représente plus que 15% de la production annuelle du solaire. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Donc, ça peut pointer la première constatation qui est la suivante, c'est que on sait qu'il y a des choses en cours sur les développements de nouvelles générations de PV et de toujours la course au plus haut rendement qu'on approuve, il n'y a pas de souci. Mais il pourrait aussi y avoir un autre axe, c'est vraiment mettre l'accent sur la réduction de la consommation des auxiliaires dans le véhicule quand on utilise le PV. Et on pourrait également gagner beaucoup d'énergie là-dessus. Donc, c'est un petit peu des choses à voir en parallèle. Et les principaux challenges aujourd'hui, c'est clairement la compatibilité avec l'électronique du véhicule, donc ce qu'on appelle l'automotive compliance. Le côté shading response, tout ce qui est ombrage partiel, dynamique, statique, etc., doit être vraiment optimisé pour finalement capter tous les watts disponibles qui sont collectés par les cellules. L'aspect courbe, au niveau courbe, l'aspect forme du module également important. Tout ce qui est esthétique, poids également, pour être le plus à même d'intégrer les véhicules. Le côté vieillissement et durée de vie va être aussi important dans le sens où finalement on a des faces avant qui ne sont plus en verre, on a des polymères, on a des composites. Sujet a priori à moins bien répondre à la demande PV dans le temps, donc il faut optimiser aussi ce point-là. Et puis le côté sécuritaire qui va venir aussi compléter tout ça avec les histoires de normes, mais également passer les normes existantes du véhicule, tout ce qui est autre que le PV, comme les résistances au crash ou les crash tests, des choses comme ça, où il y a des choses à répondre également sur ce point-là. Voilà. Merci. Alors, pour finir, tout à l'heure, Paul vous a déjà présenté quelques chiffres clés ou quelques ordres de grandeur. Et puis, on a voulu aussi proposer et réfléchir. Certes, on va mettre un module sur un véhicule, mais là, on voudrait vous présenter un petit peu le concept de la centrale solaire mobile. Donc, si on met un module sur chaque véhicule, donc comme l'a dit Bertrand, environ 240 watts crête, mais au final, on a disponible qu'entre 40 et 45 watts au cours de la journée, entre le moment où le soleil se lève et le moment où le soleil se couche. Voilà, en prenant quelques ordres de grandeur, 37 millions de véhicules aujourd'hui en France, on imagine qu'on puisse mettre un panneau dessus. On en arriverait jusqu'à 1,6 gigawatts, ce qui correspondrait à autour de 7 TWh collectés par an. Donc, on peut imaginer on peut dire que c'est petit, on peut dire que c'est grand, mais en tout cas, le fait est que si on le fait, voilà ce qu'on va récupérer. Si après, on se projette un petit peu plus loin, combien de kilomètres on pourrait faire avec seulement l'énergie solaire? Donc, voilà, l'ordre de grandeur, 150 Wh par kilomètre pour une voiture. Avec les chiffres qu'on vient de donner, on pourrait faire 50 millions de kilomètres rien qu'avec l'énergie solaire pour le parc de voitures, bien sûr. Et puis après, si on se dit aujourd'hui, on sait très bien que le problème du solaire, c'est aussi l'empreinte au sol. On pourrait mettre, comme en Chine, ils mettent, ou en Asie, ils mettent des centrales sur des kilomètres et des kilomètres carrés. On sait qu'en Europe, c'est un peu plus difficile. Le foncier n'est pas tout à fait le même. Donc, c'est pareil, un ordre de grandeur, une centrale solaire d'1 mégawatt, ça correspond à 1 hectare. Donc, si là, on équipe tous nos véhicules avec un panneau et c'est déjà une emprise au sol, on arriverait quand même on éviterait 16 km² de surface sauvée sauvée, en tout cas, éviter de devoir les solariser par des centrales et des panneaux immobiles. Donc voilà, c'était pour fixer un petit peu ce concept de centrale mobile que l'on pourrait faire via les véhicules. Donc on n'y est pas encore, hein, bien sûr, à ces 37 millions, parce qu'il y a des challenges, il y a des choses à encore avancer qui sont technologiques, comme l'ont présenté Bertrand et Benjamin, avec justement, si je mets mon véhicule avec un panneau solaire,
Ensuite, il va falloir que je le connecte au réseau. Donc, essayer d'avoir le moins de pertes possible, entre autres, d'avoir le meilleur rendement, bien sûr, comme l'a expliqué, d'éviter la perte au niveau du véhicule, mais aussi éviter la perte vers les réseaux. Il y a des changements sociétaux aussi, des impacts sociétaux. C'est ne plus considérer son véhicule comme personnel, mais comme un bien commun et qui serait disponible pour l'ensemble de la communauté. Donc là, un état d'esprit a changé. Et puis, financier, quel modèle économique pour les constructeurs automobiles qui, aujourd'hui, sont propriétaires et fabricants. Il faudrait travailler aussi avec eux, entre autres, sur tous ces aspects-là pour essayer d'arriver à avoir peut-être justement cette fameuse centrale mobile solaire. Voilà, on en a terminé sur le sujet. Donc, si vous avez des questions, on est bien sûr preneurs. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Oui. Et la discussion est ouverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous trois pour cette présentation de groupe très claire. Alors, des questions, oui. Il y en a une durant l'intervention de Benjamin. Une question de Pierre qui demande comment est-ce qu'on rend flexible une cellule de silicium standard? Oui, bonne question. C'est vrai que le silicium, c'est un matériau qui est fragile. Donc, c'est-à-dire que si on lui impose une déformation, il va casser. Par contre, il a quand même une certaine flexibilité, même pour des cellules d'épaisseur standard. Et plus on va baisser l'épaisseur des cellules, donc plus on va les rendre flexibles. Par contre, ça reste une flexibilité dans une seule direction et assez peu dans deux directions en même temps. C'est-à-dire qu'on peut les mettre sur un cylindre assez facilement, plus difficilement sur une surface sphérique. Voilà. Ou en tout cas, ce sera plus limité quoi, en termes de courbure, si c'est sur quelque chose, un ballon, quelque chose de sphérique, ou si c'est sur une surface qui ressemble plutôt à un cylindre. Voilà. Aujourd'hui, pour des ordres de grandeur, l'épaisseur pour te compléter, l'épaisseur d'une plaquette de silicium, d'une cellule, c'est 180-200 microns. Voire un peu moins. Vous me corrigez. Oui, non, c'est ça. 150, on va dire 150-180 microns. Et on arrive à faire des cellules qui sont autour de... Et c'est parce que le besoin l'impose de descendre à 80, voire 50 microns pour des applications bien spécifiques, typiquement le spatial, par exemple. Eh bien, la personne vous remercie pour votre réponse. Visiblement, a été plus que claire et plus qu'exhaustive. Il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. Oui, je peux peut-être poser une question à Fabienne, Nicolas? Oui, bien sûr. Oui, parce que merci Fabien pour la présentation. En fait, tu as évoqué un certain nombre de freins, hein, par exemple la manque de normes, à la fois sur l'ensemble du photovoltaïque et des véhicules. Après, comme je montrais au tout début, en fait, on assiste, je pense, à une filière qui est assez dynamique. Et d'un côté, les chercheurs qui se posent les questions que vous venez d'évoquer. D'autre côté, des startups qui ont pris le devant, qui sont en train presque de commercialiser ou de peaufiner le prototype. Comment vous voyez la recherche travailler ensemble avec ces startups? Est-ce que vous avez posé des questions auxquelles peut-être ces startups n'ont pas encore la réponse? Et très concrètement, par exemple, pour revenir sur les normes, comment on peut avancer justement pour faire établir des normes qui permettent justement de faire avancer la mobilité électrique solaire? Merci. Alors, sur les normes, on a le problème, en fait, il n'est pas spécifique au VIPV, mais il est spécifique à toutes les activités dans lesquelles on va rajouter du PV hors des champs standards.
Donc, on travaille, on se pose beaucoup des questions justement sur adapter les tests normatifs aux applications, aux applications et pas avoir une norme qui couvre qu'un seul domaine. Donc, aujourd'hui, c'est un peu difficile par rapport à… On ne travaille pas forcément avec… on n'a pas trop de contact avec les startups. On a des discussions, mais on ne travaille pas directement avec eux. On a eu quelques discussions avec Sono Motors, peut-être que Benjamin pourra compléter. Mais c'est pas évident parce que changer une norme ou en créer une nouvelle, c'est difficile. Mais ça reste enfin voilà, on a vraiment des actions et on a pris ça très au sérieux parce que justement, les normes automobiles sont très, très bien définies, très bien cadrées. Les normes du PV sont aussi bien définies, bien cadrées, mais il y a un grand vide quand on veut rassembler les deux et il n'est pas forcément toujours très facile de trouver le lien et de faire la passerelle entre les deux. Mais c'est des sujets, c'est un sujet critique, on va dire. Peut-être que Benjamin, tu veux dire un mot. Oui, bah, c'est un sujet où on n'est pas les seuls à avoir noté, avoir relevé qu'il y avait un besoin de ce côté-là. Je sais qu'il y a notamment des discussions en cours pour une norme sur la mesure des modules courbes, par exemple. C'est quelque chose qui manque dans les normes actuelles. Voilà. Donc il y a des discussions quand même qui existent, mais ça va prendre toujours un peu de temps. Il y a un commentaire dans le chat qui indique qu'un travail est en cours sur le sujet des normes, notamment dans le cadre d'un appel à projet européen, projet IPv4. Okay. Oui, tout à fait, merci. Pour enrichir la discussion. Alors, il y a encore 2 questions qui sont apparues pendant que vous discutiez. Je ne sais pas si vous voulez encore terminer sur le sujet des normes, mais c'est juste pour vous indiquer ces questions. Pour nous, oui, on peut répondre aux questions. Ouais. C'est bon. Alors, concernant les modules sur les véhicules, il y a une question de Michel Dehon qui demande « Problème de la résistance aux impacts de grêle, réparation ». Alors, je peux dire un mot, oui. Je pense que Benjamin pourra aussi compléter si besoin. Clairement, oui, entre un module classique avec face avant verre et les modules qu'on envisagerait sur les véhicules avec face avant polymère ou autres matériaux, on n'est pas du tout sur le même niveau de résistance à la grêle. Cependant, il y a des choses qui peuvent s'optimiser dans la construction et la structure des modules pour être beaucoup plus résistant à la grêle qu'une simple structure polymère. En tout cas, on y travaille. Je sais que notamment Benjamin travaille aussi dessus sur des projets un peu similaires. Donc voilà, c'est quelque chose qui est critique, oui, qui n'est pas forcément rédhibitoire non plus pour les applications, mais c'est quelque chose à penser, oui, tout à fait. Et en termes de réparation, c'est une très bonne question. C'est un point qu'on a déjà évoqué avec des constructeurs automobiles et ils pensent aussi à ce point-là. Je pense qu'ils n'ont pas aujourd'hui la réponse. Merci. Encore une dernière question concernant les coûts. Question de Benjamin Bach. Est-ce que le faible rendement des cellules embarquées justifie le coût supplémentaire? Oui, oui, le faible rendement des oui. Après, c'est le faible rendement, ça dépend du point de vue, mais par rapport au coût du photovoltaïque embarqué, c'est sûr que pour l'instant, on est sur des petits volumes au niveau industrialisation de photovoltaïque sur véhicule, donc forcément, c'est un petit peu plus cher que du photovoltaïque en plein champ. Mais avec l'augmentation du nombre de véhicules avec du photovoltaïque qui est prévu, parce qu'il y a une forte augmentation qui est prévue, surtout à partir des années 2030. On va avoir une baisse des coûts, comme on a eu une baisse des coûts avec l'augmentation des volumes de PV installés, de PV standard installés. On a vu une baisse importante et qui continue d'ailleurs. Après, c'est quand même une question effectivement à se poser. Et donc, c'est vrai que nous, on travaille aussi à cette question-là, à calculer le coût justement de l'énergie embarquée.
donc il y a cette question, il faut être rentable par rapport au coût de l'énergie électrique sur le réseau. C'est vrai qu'en France, là-dessus, on est plutôt désavantagé parce que l'électricité est moins chère que dans bien d'autres pays. Mais malgré tout, ce n'est pas pour ça que ça va être plus cher que de se brancher au réseau. Voilà, est-ce que ce sera moins cher? Voilà, là, ça reste à définir par rapport à justement à ce que je disais tout à l'heure. Combien d'énergie on va pouvoir récupérer au niveau de l'ombrage, quel va être l'impact de l'ombrage sur le productible, toutes ces questions-là. Quand on aura plus d'informations, on pourra dire avec plus de certitude, bah oui, dans tel cas, c'est rentable ou ça permet d'être beaucoup moins cher que le réseau ou pas. Donc, c'est une question tout à fait valable. Et enfin, il n'y a pas que l'aspect du coût. Intégrer du photovoltaïque, ça amène d'autres avantages, notamment de se charger moins souvent, voire quasiment plus l'été, par exemple. Donc, voilà, c'est pas le seul, c'est pas le seul point, quoi, le coût. Merci Benjamin. Alors, il y a encore une question qui est tombée. Fabien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'en fait, aujourd'hui, les rendements des cellules silicium qu'on peut intégrer dans le photovoltaïque, c'est les meilleurs rendements que l'on ait. On peut mettre des cellules à l'état de l'art, donc autour de 22, 23%, et qui sont dans des prix qui sont pas, qui sont dans les prix pour des modules standards. Ce qui fait le coût supplémentaire, c'est comme l'a dit Benjamin, c'est l'effet de masse. Donc, et puis le fait que ce soit des choses qui soient très, comment dire, faites à façon. Donc le coût, il va être à ce niveau-là. Pas tant sur le coût des matières premières, mais plus sur l'effet masse et à façon. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. D'accord. Alors, il est 12h02. Je propose qu'on réponde à la dernière question et puis on s'arrêtera là. La dernière question, elle est de Gérard. Il demande si le rendement annuel envisagé tient bien compte des usages des véhicules, à savoir le stationnement à l'ombre ou souterrain. Je peux répondre. Alors, merci pour la question. Je pense que le côté rendement annuel, c'est implicitement l'énergie collectée dans l'année plutôt que le rendement. Mais l'idée, oui, c'est que nous, on travaille aussi sur des cas d'usage véhicules pour le VIPV. Donc, on va aussi bien considérer les gens qui garent leur voiture dehors, à la fois soleil ou ombre, ou également souterrain dans certains cas. Donc, on travaille aussi sur des cas d'usage typiques, moyens, ou des cas d'usage liés aux applications des différents véhicules qu'on peut envisager. Donc oui, c'est bien considéré ce point-là. Merci. Nicolas, puis-je faire une suggestion? Oui, Paul? On est encore 36 personnes connectées. J'aimerais bien savoir, en fait, la réponse à la question suivante. Si les personnes connectées, si elles pensent effectivement d'ici, par exemple, 5 ans, si jamais il va falloir acheter une nouvelle voiture, qu'ils s'intéressent davantage pour une voiture VIPV. On peut peut-être abuser la fonctionnalité Zoom pour lever la main, donner une réaction avec la pouce en haut pour ceux qui pensent qu'ils vont passer à l'acte d'ici 5 ans. Alors pour les participants, vous avez une icône réaction sur laquelle vous pouvez cliquer pour mettre le pouce ou la main pour dire que vous seriez en mesure ou que vous auriez envie d'acheter un véhicule électrique dans 5 ans avec des panneaux intégrés. OK. Il y a une petite dizaine de personnes. Aussi une personne qui pense que ce ne serait pas le cas. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Okay. Merci pour votre participation à ce sondage. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Nous allons clôturer ce webinaire. Comme je vous ai dit,
il a été enregistré et nous allons diffuser après le webinaire les présentations qui ont été faites. Fabien, tu voulais dire quelque chose? En fait, il y a une dernière question qui vient d'arriver, désolé, et puis Bertrand veut à tout prix répondre. Non, pas à tout prix, mais voilà. L'idée, c'est de réagir. À Gwendal. Par rapport à donc la charge d'un véhicule électrique sur ombrière versus VIPV, c'est un point qui est très intéressant à traiter et qu'on est en train de traiter au CEA. Ce n'est pas du tout évident de discerner lequel est le plus avantageux, à la fois en termes énergétiques, mais également en termes d'impact CO2 et environnemental. Donc, on étudie la chose. Merci Bertrand. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et nous allons clôturer ici le webinaire. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.